Jeudi 2 octobre 2014, bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce journal avec l'Afrique du Sud. La dernière visite sur le site du massacre par la police des employés de la mine de Marikana a eu lieu ce lundi, à quelques jours de la fin des travaux de la commission d'enquête sur l'événement qui avait fait 34 morts parmi des mineurs en grève en 2012. Les victimes et les avocats rassemblent leurs derniers éléments, pour convaincre la justice de payer leurs dédommagements. Uriel Abaga. 2 ans après la grève meurtrière des mineurs de Marikana en Afrique du Sud, l'enquête prend fin et la justice s'apprête à juger les auteurs du massacre qui a causé la mort de 34 personnes, toutes des ouvriers. Des centaines d'autres avaient été emprisonnés sans qu'aucun policier n'ait été interpellé. Cela fait 2 ans et on cherche encore la vérité. On ne l'a pas encore obtenue. Pas un seul policier n'a été mis en prison jusqu'ici. Mais nous avons été emprisonnés. J'ai été emprisonné. Comme si aucun d'entre nous n'avait été tué ici. Nous n'avons pas de justice pour l'instant. Un sentiment de grande injustice anime les rescapés de ces événements tragiques du 16 août 2012. Sur le site, les derniers témoignages et les ultimes souvenirs sont évoqués. Tous les éléments qui peuvent aider à restituer les faits sont recueillis. Je pense que tout cela va nous donner de la perspective. Quelles que soient les preuves examinées par la commission. Certaines choses sont sous débat, mais quand vous venez sur la scène du massacre, vous vous souvenez de la réalité. Je pense que c'est bien que l'enquête se termine ici, parce que c'est ici que tout a commencé, n'est-ce pas? Dans un pays où la justice s'efforce d'être impartiale depuis la fin de l'apartheid, les espoirs de voir les coupables de ce massacre tomber sont énormes. Le fait que 76 personnes aient été gravement blessées prouve que la police s'est lancée dans une fusillade frénétique. J'ai confiance. Je crois que la commission d'enquête ne les laissera pas s'en sortir comme ça. La grève de la mine de platine de Marikana est considérée comme la plus importante de l'ère post-apartheid. Les mineurs payés à 400 € réclamaient que leur salaire soit multiplié par 3. Cette augmentation n'a jamais eu lieu et les revendications du syndicat n'ont jamais été prises totalement en compte. En Somalie, tout semble aller pour le mieux. Un sondage effectué sur 1600 habitants de Mogadiscio affirme que les habitants de la capitale de ce pays, autrefois ravagé par la guerre, se sentent de plus en plus en sécurité et sont optimistes par rapport à l'année dernière. Abdulaziz Maïga pour les détails. Après plusieurs décennies de guerre et de famine, la Somalie est peut-être entrée dans une phase d'apaisement et de reconstruction. C'est en tout cas ce que révèle une étude effectuée dans la capitale de ce pays. Un sondage effectué sur 16 000 personnes indique que les habitants de Mogadiscio seraient déjà plus heureux qu'il y a 1 an. Nous sommes beaucoup plus heureux maintenant. Nous avons lancé ce commerce en janvier de cette année et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus optimistes. Nous espérons que notre commerce générera plus de profits à la fin de l'année, puisque nous avons créé plus de postes. Il y a eu beaucoup de changements dans le renouvellement des routes. Tout était en ruine et vraiment en mauvais état avant qu'on arrive ici. Mais maintenant, comme vous pouvez le constater, personne ne peut trouver de maison à louer parce qu'elles sont toutes remplies et la ville est en train de s'agrandir. Les infrastructures de base telles que les routes, les logements et les hôpitaux ont connu un développement signifiant. À côté, c'est le retour des investisseurs. Le commerce reprend ses droits et les membres de la diaspora reviennent pour servir leur pays. De plus en plus de membres de la diaspora sont en train de revenir et investissent dans des entreprises du pays. Ils créent des emplois pour les jeunes au chômage. Je suis menuisier. Il y a de plus en plus d'emplois. La diaspora est en train de revenir. Et comme on est à Mogadiscio, on est plus optimiste sur le futur. La Somalie, qui compte 10 millions d'habitants, était en 2012 le pays le plus corrompu du monde. En dehors de Mogadiscio, où la vie semble reprendre un cours normal, le reste du pays continue de payer le prix des guerres claniques.
Santé avec la mobilisation de l'ONU contre le virus Ebola au cours d'une conférence de presse à Accra au Ghana, le Britannique Anthony Banbury, nommé le 23 septembre dernier par Ban Ki-moon comme coordonnateur de la lutte contre cette maladie, a appelé à agir rapidement pour enrayer la pandémie. Le nouveau chef de mission chargé de trouver des réponses pour faire échec à cette épidémie a évoqué la détermination des Nations Unies. Les précisions de Ludovic Bitegui. Une équipe de l'ONU est arrivée lundi à Accra, où se trouve le quartier général de la mission de l'organisme mondial. Monsieur Anthony Banbury, le chef de mission chargé d'enrayer l'épidémie qui a déjà fait plus de 3000 morts en Afrique de l'Ouest, a déclenché un objectif qu'il qualifie d'extrêmement ambitieux. C'est celui d'arrêter la propagation du virus en 60 jours. Nous ignorons combien de temps cela prendra. Nous espérons agir le plus rapidement possible et fermer la mission. Dans les 30 jours prochains, nous devons mettre en place toutes les ressources matérielles nécessaires, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'y parvenir, a-t-il expliqué. Si la mission n'avait pas été créée, si le monde ne répondait pas à la crise Ebola, le nombre de cas passerait de quelques 200 000 à 1,4 million en janvier. Et ensuite, tous les pays du monde seraient concernés par les risques, des risques très sérieux, pas seulement pour la santé des personnes, mais pour leurs économies, leurs structures sociales et leurs structures politiques. Le monde doit agir maintenant. Rappelons que quelques 150 soldats américains sont arrivés au Libéria le week-end dernier, avec un hôpital de campagne de 25 lits, censé accueillir notamment le personnel de santé infecté. De son côté, l'UNICEF s'inquiète du sort des milliers d'enfants dans ces trois pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, où l'épidémie de la fièvre hémorragique a fait des ravages. Il n'empêche que dans la ville de Makeni, au nord de la Sierra Leone, les populations sont sorties dans les rues pour, dit-on, célébrer la fin du virus Ebola, obligeant le gouvernement à porter un démenti sur cette information, a souligné Emmanuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notons que 3000 soldats américains seront envoyés au Libéria. En Sierra Leone, un centre médical sera installé par la Grande-Bretagne. Au Brésil, la présidentielle a lieu ce dimanche et la compétition est clairement ouverte. Face à face, la présidente sortante Dilma Rousseff et l'écologiste Marina Silva, qui est en course pour devenir la première présidente noire et de confession évangélique du Brésil. Pour cette candidate aux accents messianiques, une nouvelle politique marquant la rupture avec les grands partis de gouvernement s'impose dans le pays. Reportage. Dans un pays emprunt aux problèmes de racisme, et dont près de 64% de la population est catholique, l'écologiste Marina Silva, en course pour l'élection présidentielle de ce dimanche, est en passe de devenir la première présidente noire et de confession évangélique du Brésil. Pour cette ancienne récolteuse de latex en Amazonie, une nouvelle politique doit voir le jour dans le pays. Ce ne sont pas les vieilles structures qui vont au deuxième tour. C'est la nouvelle attitude, l'attitude d'un programme, l'attitude du respect, l'attitude du débat et pas l'attitude de l'affrontement qui permet d'aller au deuxième tour. Son statut de co-favorite de la présidentielle de ce dimanche s'explique par deux facteurs. D'une part, l'émotion suscitée dans le pays après la mort de son candidat Eduardo Campos dans un accident d'avion en août dernier. D'autre part, la dimension des arguments rationnels qui inclinent à capter les votes des nombreux indécis et des croyants protestants brésiliens. Rappelons que cette femme frêle de 56 ans a été domestique, quasi-nonne, syndicaliste, militante du Parti des travailleurs, formation politique de la gauche brésilienne, sénatrice, ministre de l'Environnement de l'ex-président Lula en 2003. Et puis, la page culturelle pour la fin de ce journal. En Côte d'Ivoire, des caricaturistes africains, en l'occurrence ceux du pays d'Alassane Dramane Ouattara, participent de façon originale aux efforts de sensibilisation face à l'épidémie meurtrière d'Ebola. Le compte-rendu de Roland Djakou. Avec des caricatures saisissantes et sensibilisatrices, les dessinateurs africains, précisément ceux de la Côte d'Ivoire, comptent lutter efficacement contre la maladie d'Ebola, laquelle a déjà fait des milliers de victimes depuis le début de l'année. Parmi les journaux paraissant au pays d'Alassane Ouattara, le bimensuel Le Côte d'Ivoirien participe de façon originale aux efforts de sensibilisation, maillon essentiel de la lutte contre le virus.
Attirer l'attention de la population africaine sur les modes de prévention, les moyens de transmission du virus par la caricature, est l'un des canaux susceptibles de véhiculer les messages de façon simple et explicite. Dans les dessins, on a mis en scène des scènes assez cocasses et simples, mais en même temps qui, quelque part, véhiculent un certain message. Voilà, parce que dire des choses de façon simple, c'est toujours mieux, hein, mais vous verrez qu'un dessin en lui-même comporte tous les aspects d'une question donnée. Voilà, on n'a pas besoin de tout expliquer. Quand le gars il lit, il rigole, mais en même temps il retient quelque chose. Avec son crayon à feutre et du papier blanc, le dessinateur Jean-Kevin Zabayi illustre des personnages débordants d'humour, comme ce patient au pantalon baissé, terrorisé et tétanisé à l'idée de se voir administrer une piqûre par son médecin à l'aide d'une fronde afin d'éviter tout contact. Avec mon dessin plein d'humour, le message de sensibilisation contre l'Ebola passe rapidement. La Côte d'Ivoire est pour l'heure épargnée par le virus d'Ebola. En revanche, les artistes ne cessent de faire passer des messages de sensibilisation comme pour barrer la route à cette maladie. Pour des caricaturistes, les œuvres par eux diffusées participent d'un combat de salut public. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Merci de nous avoir suivis. À demain 13h. Au revoir.